Bonjour Olivier, donc là tu viens de nous faire mettre un pied dans le monde merveilleux du blogging. Je sais pas si c'est un monde merveilleux, mais c'est un monde passionnant pour les marques et pour les professionnels. Il y a un certain nombre d'années maintenant qu'on en parle dans des usages professionnels, que ce soit de la communication interne, communication externe. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, certains disent que le blogging en ce moment ça ralentit. C'est ralenti parce qu'on en parle moins dans la presse. C'est pas ralenti parce qu'il y a moins d'usages. Au contraire, les usages continuent à croître. D'ailleurs, l'affluence du blogging aux États-Unis continue à être aussi forte que celle des réseaux sociaux. C'est pour vous donner un ordre d'idée des courbes de croissance dans lesquelles on est. Donc c'est parce que c'est rentré dans les mœurs en fait. Parce que c'est juste devenu normal, ça fait partie de la vie courante. T'as un internaute sur deux qui lit des blogs régulièrement et une bonne part d'entre eux ils s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, tu as plein de sites qui sont motorisés par des technologies de blog. Quand tu vas dessus, tu sais pas que c'est un blog. Donc ça fait juste partie de la vie normale. Je pense même que le mot blog disparaîtra peut-être petit à petit. On aura juste des sites plus collaboratifs les uns que les autres, plus conversationnels les uns que les autres. Ce sera juste une catégorie particulière de sites internet. Donc le phénomène auprès des particuliers, il est encore bien présent. Et auprès des marques, toi tu constates quoi? Est-ce que les marques s'y intéressent de plus en plus? De façon croissante. Et encore une fois, là, on commence à rentrer dans la normalité, en tout cas pour ce que j'appelle moi le blogging 1.0, c'est-à-dire un espace d'expression dans lequel le lectorat peut faire des commentaires. C'est des blogs qui sont très centrés sur un contenu, une thématique, etc. C'est pas des blogs qui sont nécessairement très interconnectés avec les réseaux sociaux. Et on est en phase aujourd'hui, pour les gens qui sont un peu plus en avance sur ces marchés-là, de passage vers une deuxième génération du blogging, qui est un blogging qui est très très interrelié avec les réseaux sociaux. Donc c'est un blogging dans lequel ton audience non seulement va pouvoir laisser des commentaires, mais va pouvoir s'inscrire, va pouvoir interagir, va pouvoir voter sur la qualité de tes contenus, va pouvoir participer au classement éditorial de ton site, va pouvoir faire des recommandations, et si tu leur laisses la main, pourquoi pas écrire des notes ou poster des vidéos sur ton site. Donc une interaction avec l'audience beaucoup plus forte. Et ça, on en est vraiment aux prémices aujourd'hui de ce genre de choses. Si on devait résumer, parce que là tu avais une audience de communicants et de marketeurs, il faut qu'on ait nous absolument le réflexe du blog à usage marketing, dans quel cas? Alors il y a plein de cas différents. C'est intéressant pour créer une relation de conversation avec son audience. Donc, lorsque tu penses que par rapport aux objectifs marketing de la marque, le fait d'avoir une collaboration de ton audience est importante, ça me paraît intéressant. Là, il faut du temps aussi. Oui, il faut un petit peu de temps. Comme à la limite, il faut du temps pour créer un site internet, il faut du temps pour préparer une brochure, ou il faut du temps pour préparer une campagne. Ça fait partie du temps nécessaire et de l'investissement nécessaire à la communication. C'est intéressant aussi ce type de dispositif de façon plus large pour faire en sorte que ta marque ou ton entreprise soit visible dans Google. Aujourd'hui, en gros, sur Internet, le référencement naturel. Si t'es pas dans Google, t'existes pas. Et donc faire en sorte. Et ça marche encore. Ça marche encore. Le blogging est encore mieux référencé par Google que des sites. C'est énorme. C'est toujours aussi énorme. Et alors, les marques qui l'ont vraiment bien compris sont des gens qui, alors il y en a beaucoup dans le monde du high-tech, des gens comme IBM ou Microsoft, qui se sont dit, mais il faut que tous mes salariés soient des ambassadeurs. Donc je vais donner à chacun de mes salariés, ou en tout cas ceux qui le souhaitent, un porte-voix avec lequel ils vont pouvoir s'exprimer sur Internet. Et je pense qu'une boîte comme Microsoft a beaucoup plus de pouvoir de persuasion lorsqu'elle s'exprime sur Internet, au travers du chef de produit qui s'occupe de Word, qui raconte ce qu'il va mettre dans la nouvelle génération et ce que les gens en pensent, que le communiqué de presse corporate classique qui tombe à la version 7 de Word qui sort dans 8 jours. Mais alors là, tu me fais peur parce que si je donne la possibilité à mes collaborateurs de parler, ils vont peut-être dire n'importe quoi. Comment je fais, moi? En fait, on se fait beaucoup peur avec ça. C'est une objection qu'on voit beaucoup chez des clients. Dans la réalité, c'est extrêmement rare. Je connais peu d'employés suicidaires qui ont joué leur job sur une note, ou alors s'ils sont suffisamment stupides pour le faire, c'est que peut-être ils étaient suffisamment trop stupides aussi pour rester dans cette boîte. Donc c'est des cas extrêmement rares, des cas de débordement dans ce genre de domaine. À la limite, c'est plutôt le contraire auquel il faut plutôt lutter contre le contraire au départ, c'est-à-dire une espèce de timidité qui fait qu'on a du mal à s'exprimer en ligne, et que des gens qui n'avaient pas de visage vers l'extérieur de l'entreprise commencent à en avoir un. C'est au contraire plutôt dans l'accompagnement et les efforts d'accompagnement qu'il faut faire pour les persuader de le faire et de les aider à le faire, que sont là les vrais efforts et les vrais coups. Oui, puis sur la confidentialité, un collaborateur peut très bien envoyer un document interne par mail. Clairement. Alors la plupart des entreprises qui font ça de façon vraiment organisée, elles ont défini une charte
qui est parfois accompagne le contrat de travail, en tout cas qu'on fait signer aux collaborateurs qui vont s'investir dans ce genre de projet, pour bien assurer qu'ils ont bien compris les règles du jeu et qu'ils ne peuvent pas y faire n'importe quoi. Mais honnêtement, c'est souvent pour rappeler des choses qui sont d'ordre de l'évidence. Ça, vous pouvez aider une marque à élaborer, à concevoir une charte de bonne pratique. Oui, ça reste assez normé aujourd'hui. Et comme souvent, les entreprises qui font ça sont des entreprises très ouvertes sur le monde. Souvent, elles le communiquent publiquement. Elles expliquent quelles sont les règles du jeu. Donc, à la limite, si vous voulez vous en inspirer, vous allez voir ce que font d'autres. Ils vous donnent quasiment les règles du jeu. Vous pouvez vous en inspirer. D'accord, ok, merci Olivier. On va donc voir, c'est quoi l'adresse? www.sixapart.fr. Et donc la plateforme, c'est Typepad, c'est le blog. Les plus fameux blogueurs que vous ayez, c'est qui, pour qu'on mette un petit peu des visages sur... Le Clemmer qui faisait partie de l'entreprise, dans les blogueurs français, des gens comme Boing, qui est une grosse plateforme de blog d'information. Le journal de Randy. Des blogs des patrons de General Motors, dans le domaine corporate, on a beaucoup dans ce domaine-là, le patron de Boeing. C'est utile en ce moment en plus avec la crise. Ça leur permet de mettre un visage humain sur des entreprises qui sont souvent déshumanisées. C'est plus facile de dire les bagnoles de General Motors sont pourries quand on le crie comme ça dans le vide sur Internet que quand on le dit face à face à un type qui est le vice-président de General Motors et qui vous fait partager sa vie quotidienne, qui vous dit oui, en ce moment c'est difficile et voilà ce qu'on vit et pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est compliqué, voilà ce qu'on fait pour corriger. Ça humanise extraordinairement l'entreprise et donc ça crée un relationnel différent avec l'audience. D'accord, ok, merci Olivier, puis on va aller voir Sixapart.fr. .fr.